n'étaient pas là à la journée, je ne sais pas s'il y en a qui n'étaient pas là en fait. Est-ce que je dois présenter Ecotopie un tout petit peu ou pas? Il y en a qui ne connaissent pas. Bon, sinon, en deux mots, on est vraiment une association qui est au croisement entre l'éducation relative à l'environnement et puis l'éducation permanente. Et donc, c'est vraiment ça, je pense, qui caractérise nos manières de fonctionner. C'est à la fois les méthodologies et l'approche éducation permanente autour de la co-construction des savoirs et de l'égalité des intelligences. Et puis après, vraiment, l'ancrage dans l'éducation relative à l'environnement. Donc, toutes les thématiques qu'on va travailler vont vraiment partir de cet ancrage autour des questions du vivant, des enjeux environnementaux, du terrestre et tout ça. Voilà. Alors, je vais rentrer directement dans le sujet. C'est quoi l'éco-anxiété? Donc pour dire, on peut revenir un peu là-dessus, mais la première chose qu'on voulait amener, c'est que la notion d'éco-anxiété n'est pas encore une notion stabilisée. Donc il n'y a pas d'accord sur une définition des éco-anxiétés. Elle est pour l'instant quand même pas mal saisie par les psychologues, en termes de discipline en tout cas, mais elle est aussi saisie par d'autres disciplines et selon la discipline qui se saisit du mot éco-anxiété, on a des définitions qui sont quand même assez différentes. Après, et c'est ça que je mets dans ce slide-ci, c'est que quand on entend parler d'éco-anxiété, ça peut parler quand même de pas mal de choses. D'abord, toute une série de personnes parlent quand même d'une espèce de mal-être de notre époque, comme si l'éco-anxiété disait aussi vraiment quelque chose de particulier sur notre époque et peut-être aussi plus particulièrement sur les jeunes. Comme quelqu'un l'a dit, oui, c'est toi, Charlotte, je crois, sur l'hyperlucidité. Donc, il y a toute une série de personnes qui vont dire, bah oui, mais l'éco-anxiété, en fait, ça parle juste, en fait, d'une espèce de lucidité face à l'état du monde, mais un monde qui est quand même un peu en déliquescence ou qui est vraiment confronté à une crise environnementale de grande ampleur. L'éco-anxiété, ça parle aussi pour toute une série de personnes vraiment de cette anxiété de la jeunesse, d'une anxiété propre à la jeunesse où on ne sait pas très bien quel rôle prend éco, où on ne sait pas très bien si l'écologie est le seul facteur ou si les années Covid, sur toute une série d'autres enjeux, en tout cas, rentrent en jeu par rapport à cette montée des anxiétés dans la jeunesse. L'éco-anxiété, elle parle aussi pour beaucoup de personnes, on entend beaucoup parler autour de la question de la solitude face à l'inaction des autres. Donc là, on serait plutôt sur cette espèce d'impression qu'il manque de prise de conscience autour de nous. Et là, on touche, et on reviendra là-dessus, plutôt à des questions qui sont propres en fait à toute forme d'engagement social ou environnemental. Alors évidemment, on parle d'éco-anxiété aussi autour des réactions aux catastrophes naturelles en cours, du sentiment d'impuissance. Et puis alors aussi, comme je le disais, on a quand même toute une frange de la psychologie aujourd'hui qui s'empare du terme éco-anxiété pour le traduire vraiment comme un diagnostic psychologique. Nous, on travaille notamment avec le psychologue Alexandre Héron. Et c'est d'ailleurs avec lui qu'on participe à un ouvrage collectif où il y a presque que des psychologues et psychanalystes, psychiatres et tout ça qui écrivent sur l'éco-anxiété, qui pour eux est vraiment une matière actuellement et qui ils ont vraiment comment on dit, oui, vraiment qu'il y a des consultations sur le motif éco-anxiété, que c'est quelque chose qui devient une réalité. Et puis, alors, les milieux associatifs et tout ça vont aussi se poser vraiment la question, est-ce que l'éco-anxiété, c'est pas aussi un levier d'engagement, une manière de parler, en fait, de ce qui nous pousse à nous engager. Et alors, il y a aussi le rapport au futur, mais ça, je vais revenir juste après. Alors, en termes de définition, justement, ce qu'on voulait amener, c'était, si vous voyez le petit truc de toutes les couleurs, là, c'est d'abord que toute une série d'auteurs, ce qu'ils vont amener par rapport à l'éco-anxiété, c'est que souvent, on a plutôt envie de parler des éco-émotions. Et c'est aussi pour ça qu'on met éco-anxiété au pluriel. Mais qu'en fait, l'éco-anxiété, c'est toute une palette d'émotions qui sont en fait mobilisées, que ça va de la tristesse à la colère. D'ailleurs, alors, on peut aussi différencier par les mots. Vous entendez sans doute qu'il y a plein de mots aujourd'hui qui émergent autour d'éco-anxiété, éco-guilt, éco-colère, les éco-furax, puis aussi les mots comme solastalgie, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi, le climate angst, voilà. Il y en a qui vont vraiment essayer de
différencier les mots en fonction de l'émotion qui est concernée, mais en fait, dans beaucoup de cas, on va parler d'éco-anxiété pour en fait faire rendre compte de cette palette d'émotions qui serait plutôt, alors du coup Alexandre Herron, il dit il faudrait parler vraiment des éco-émotions. Alors, je vous mets aussi ici, vous verrez sur le PowerPoint, comme ça il y a quelques auteurs, un peu de référence. Donc, comme je le disais, c'est pas une notion stabilisée, c'est une notion qui est apparue dans les années 90. Notamment, on a Lise Aleph, mais on a aussi Véronique Lapège, qui sont deux auteurs qui vont commencer à utiliser le terme dans les années 90. Et c'est vraiment pas il n'y a pas de définition consensuelle encore. Chaque équipe de chercheurs s'en saisit pour l'instant pour faire sa définition propre. On a Pikala, hein, qui est un auteur finlandais, si je ne me trompe pas, et qui est quand même, voilà, qui nous donne une définition assez générale, que l'éco-anxiété se réfère à une variété d'émotions et d'états mentaux difficiles qui sont significativement liés aux problèmes environnementaux. Alors, je vous ai mis aussi ici un petit extrait d'Alexandre Herron. Pourquoi? Parce que pour vous dire que quand on parle d'éco-anxiété, en tout cas quand on le prend dans la variable émotion, donc quand on voit l'éco-anxiété comme une émotion, et c'est ça qui pourrait différencier de mots comme la solastalgie ou la climate angst ou l'angoisse des catastrophes naturelles, c'est que l'anxiété, c'est vraiment cette émotion qui va être dirigée vers le futur. Hein, donc la solastalgie, c'est plutôt cette espèce d'émotion, de tristesse qu'on va ressentir par rapport à des paysages qu'on perdrait, par rapport au passé en fait, par rapport à ce que le présent nous montre de ce qu'on a en fait perdu comme paysage qui existait, comme une terre qui existait sur laquelle on était. Alors que dans l'éco-anxiété, on est vraiment dans des émotions qui sont une projection en fait. Hein. Ici, c'est vraiment l'inquiétude va nous mobiliser, nous amener à agir pour éviter une menace ou une catastrophe. Hein, donc dans l'éco-anxiété, il y a vraiment cette notion que on anticipe quelque chose de négatif qui va arriver, et c'est ça en fait qui nous met dans cet état d'anxiété. Mais on n'est pas dans l'angoisse de la catastrophe naturelle au sens où on parle moins, en tout cas d'habitude, d'éco-anxiété par rapport à en fait par exemple, j'ai été inondée et du coup, j'ai développé toute une série d'émotions inconfortables. Cabanat, qui est Alice Cabanat, qui travaille aussi sur les éco-anxiétés, notamment autour du récit, elle va parler du stress pré-traumatique. Donc, dans cette dimension un peu projective de l'éco-anxiété, elle dit, ben, en fait, voilà, dans le cas d'avoir été inondé ou avoir été incendié ou autre, à cause du réchauffement climatique, et puis développer des émotions très inconfortables, on va plus parler de stress post-traumatique. Mais dans le cas de l'éco-anxiété, on serait plutôt dans ce qu'on appelle le stress pré-traumatique, c'est-à-dire qu'on est dans l'anticipation de quelque chose de négatif qui risque de nous arriver. Hop. Alors, un petit schéma un peu complexe pour parler de l'éco-anxiété. En tout cas, de l'éco-anxiété, si on parle de l'éco-anxiété vraiment comme une émotion, quelque chose qui nous met en mouvement. Donc, ce que vont nous dire en fait les psychologues, c'est que l'éco-anxiété, elle va arriver de ce décalage entre un état du monde, ce qui se passe, ce à quoi nous sommes confrontés, entre donc ce constat par exemple que nous sommes confrontés à des crises environnementales et sociales de grande ampleur. Et c'est ce décalage entre ça et puis le monde en fait qu'on espérerait voir, le monde désirable. C'est en fait dans ce décalage que va se déclencher l'émotion et l'anxiété. Mais la crise environnementale, en fait, ce constat qu'il y a une crise environnementale, il ne nous vient pas de manière brute. On n'est pas juste confronté, on n'a pas tous les mêmes lectures d'ailleurs de l'urgence, de l'état du monde. Hein, et même si on a envie de voir de manière la plus lucide possible ce qui se passe, nos manières de voir, elles passent à travers nos perceptions, notre culture, notre histoire, nos croyances, nos représentations du réel. Et puis, comme en parlait Annick tout à l'heure aussi, tous ces discours médiatiques catastrophistes, discours politiques et tout ça va constituer un ensemble de filtres qui vont diminuer ou augmenter l'anxiété. Donc, c'est une émotion, émoverée. Donc, une émotion, ça sert en tout cas à mettre en mouvement. Et donc, dans ce cas-ci, l'anxiété, elle va mettre en mouvement de deux façons, soit pour
résoudre, enfin en tout cas pour apaiser l'anxiété. Et là, on sent qu'il y a deux façons d'agir. Soit de se mettre en action pour transformer le monde désirable, donc peut-être travailler sur nos récits, travailler sur la manière dont on va, dans ce qu'on va espérer, soit de travailler sur vraiment les crises environnementales, la facture, soit de travailler sur l'anxiété elle-même. Et donc, on se rend compte avec ce schéma qu'il y a plein de manières en fait de travailler sur l'émotion, puisqu'il y a à la fois moyen de travailler sur ce qui nous donne espoir, sur le décalage entre ce qu'on espère voir advenir et puis ce qui est, mais aussi sur toutes les manières dont on lit ce qui est, sur notre perception, sur notre discours, sur nos croyances, sur nos représentations du réel et donc tout ce qui touche au récit. Je ne sais pas si Maëlle, peut-être pour ce schéma, tu as quelque chose à dire en plus. Non, pour le moment, c'est OK. Non, pas de souci. Ok. Alors, deux choses qu'on voulait dire aussi par rapport aux éco-anxiétés entre reproduction et révolution ou évolution. Il y a un côté très positif, oui, n'essayez pas de lire, il y a beaucoup trop de textes, mais comme ça, si jamais après vous voulez vous en saisir. Les éco-anxiétés, en gros, en même temps, il y a un côté très enthousiasmant, en fait, du fait qu'on parle beaucoup plus des éco-anxiétés. C'est que, et nous, on l'avait analysé tant dans la sphère éducative que dans la sphère engagée, la place des émotions, il y a encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir faire place en fait à l'accueil des émotions, se rendre compte que transmettre en fait les questions environnementales, que tous les enjeux environnementaux, en fait sont déclencheurs ou qu'il y a des émotions qui sont à l'origine aussi de nos engagements, de nos lectures, de la manière dont on va lire les questions environnementales. Et donc vraiment, cette prise en compte des émotions, ça, on trouve que c'est vraiment quelque chose de très positif, de se dire, en fait, les éco-anxiétés aujourd'hui, elles permettent de parler, par exemple, des émotions des personnes qui s'engagent, de donner place, en fait, au fait que prendre conscience d'une réalité, d'un problème et tout ça, en fait, c'est aussi, ça peut être anxiogène, ça peut développer d'autres émotions comme de la colère, de la tristesse et tout ça. Et que, moi, j'avais fait ma thèse sur les questions notamment du militantisme, où j'avais lu beaucoup d'auteurs qui expliquaient de quelle manière, dans les sphères militantes, on avait très fort du mal encore. En tout cas jusqu'aux années 70, mais même encore après, à faire place en fait aux émotions, avec cette impression que si on parle des émotions, notre engagement va diminuer, on va éteindre la flamme. Et que donc, il vaut mieux un peu les mettre de côté, quoi. Et Jean Le Goff, qu'on va reciter, qui est un auteur qu'on utilise aussi pas mal autour des éco-anxiétés, lui aussi, il a ce constat quand même que par rapport à l'anxiété des militants, il y a souvent une croyance encore que il ne faudrait pas trop en parler parce que ça risquerait quand même d'abîmer un peu notre engagement pour la cause. À côté de ça c'est le côté un peu positif. Et puis le côté un peu négatif du fait qu'on parle énormément d'éco-anxiété ou que ça monte pour l'instant dans notre société, c'est que on ne sait pas pourquoi, mais pour l'instant, quand les gens entendent éco-anxiété, ça mène quand même très vite à un diagnostic psychologique. Je suis éco-anxieux, je devrais me soigner. Il y a quelque chose de l'ordre quand même de ce qu'aussi beaucoup d'auteurs appellent la pathologisation du social, qui peut être aussi liée évidemment aux questions néolibérales, mais du néolibéralisme, c'est-à-dire qu'il y a un gros enjeu collectif et sociétal comme la crise environnementale et le dérèglement climatique, mais qui va, à travers le mot éco-anxiété, qui peut être complètement individualisé, c'est-à-dire ramené à l'individu. La crise environnementale devient une question individuelle et qui est ramenée aussi uniquement à la psychologie de l'individu avec un discours qui pourrait être vraiment problématique si c'est en fait, attention, il faut soigner nos éco-anxiétés, il faut diminuer ces émotions inconfortables qui ne sont pas normales. Et il y a toute une série d'auteurs qui vont dire, non, en fait, attention, en fait, c'est plutôt, il faut pouvoir revenir aux problèmes collectifs auxquels on est confronté. Alors,
Après, évidemment, donc, chez Ecotopie, on travaille pas mal avec des éducateurs, puis vous êtes aussi enseignant, donc on a développé toutes des questions autour de l'apaisement, puisqu'en fait, comme on le disait, enfin, je pense on pense qu'il faut tenir ensemble la question de accueillir les émotions, c'est-à-dire l'éco-anxiété nous parle quand même d'un mal-être et tout ça qu'il faut pouvoir reconnaître et accueillir, et en même temps voir comment est-ce qu'on transforme cela en levier d'action. Ou en levier, en tout cas, comment est-ce qu'on lie ça à nos volontés engagées de transformer la société. Et donc, en tant qu'éducateur, comment est-ce qu'on accompagne cette question des apaisements sans sauter une étape, sans n'être que dans l'apaisement de l'émotion, mais sans se préoccuper de comment est-ce qu'on peut oui, quand même. Alors, il y en a qui parlaient de cette dimension instrumentale, mais quand même, nous, en tout cas, comme acteurs associatifs engagés, qui pour nous, en fait aussi, c'est plutôt, il s'agit d'opportunités pour voir de quelle manière est-ce qu'on peut construire en fait de l'engagement sur des réalités qui sont, sur les différentes réalités qui nous sont proposées, quoi. Mais comment est-ce qu'on tient ça ensemble avec aussi reconnaître quand même qu'il y a des gens qui souffrent vraiment de ça aujourd'hui. Alexandre Héron, juste pour situer, il dit qu'il y a aujourd'hui plus ou moins 10 à 12% des éco-anxiétés qui seraient pathologiques. Donc en fait, la grande majorité de ce dont on parle quand on parle d'éco-anxiété, 88% au moins, et ça ils ont fait des études un peu à travers le monde, ne serait pas du tout pathologique, c'est-à-dire qu'elle ne crée pas une paralysie. L'émotion est censée mettre en action, pas au sens de mettre en action pour transformer la société, mais au moins mettre en action pour résoudre l'émotion. Mais Alexandre Héron et donc d'autres psychologues, ils ont étudié que dans les cas des anxiétés, il y a plus ou moins 10% où l'émotion va être tellement forte que là, en fait, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la pathologie. On est dans un diagnostic médical, quoi. Et donc ici, c'est vrai que nous, on parle surtout des 88%, évidemment. Maëlle, peut-être je te passe la parole sur ceci. Oui, donc ça dépend. S'il y a trop de bruit derrière moi, je te repasse la parole parce que là, ça fait vraiment bruyant dans la salle à côté. Du coup, ça va être un peu bizarre. En fait, il y a Réa Rock, donc, qui est une psychologue québécoise qui a travaillé avec des pédagogues pour essayer de refaire une vision qui permettrait de suffisamment encadrer ou entourer ces éco-anxiétés pour parvenir justement à cet apaisement, mais qui ne soit pas donc, reconnaître plutôt qu'apaiser peut-être sans éteindre. Et alors, elle reprend trois grands leviers qui doivent tenir ensemble, qui sont la reconnaissance des émotions, vraiment dans l'idée qu'il faut pouvoir les exprimer, pouvoir les valider, les explorer, les reconnaître, la signification qu'elles peuvent porter, et donc d'être dans le récit, dans le sens qu'on peut donner aux différents moments et aux différents récits qu'on a envie de voir exister, et à l'action. Et donc là, elle est vraiment sur, en fait, comment est-ce qu'on va pouvoir poigner dans le réel et faire des choses et voir à faire. On est sur des dynamiques de témoignage éventuellement. Et donc, de lier ces trois leviers-là vont permettre en fait à ces éco-anxiétés d'être à la fois apaisées, mais maintenues suffisamment. Et donc, l'idée, c'est que si, en fait, la plupart des cas de figure où on travaille les émotions, on va appuyer sur des leviers tels que la maîtrise le sentiment de maîtrise ou le sentiment de contrôle qui vont apaiser l'anxiété. Donc en fait, la plupart des anxiétés qui vont apparaître devant nous, on va pouvoir les apaiser assez rapidement en disant ok, la situation va être maîtrisée, donc je fais baisser mon anxiété, je peux la contrôler ou quelqu'un d'autre que moi peut la contrôler, je peux la prévoir. Donc là, c'est des anxiétés un peu, on va dire, habituelles qui peuvent nous tomber dessus, mais qui doivent être résolues rapidement. Avec le problème de l'éco-anxiété, c'est que ça risque de durer, en fait, et qu'en plus, ce mouvement, on va devoir lui donner un vrai long terme pour qu'au cours du temps et de son existence, on puisse arriver à chaque fois à s'ajuster avec ça et qu'elle prenne du sens sur le long terme.
Et donc, ce schéma-là, il permet d'être à la fois dans cette vision d'apaisement et à la fois dans maintenir sur le long terme cet apaisement pour pouvoir être dans l'action continue. Alors, elle dit aussi hein, que donc il y a une vidéo, hein, je pense que c'est peut-être pas la référence qu'on a là. Est-ce que Maëlle, sinon si on pourrait hein, envoyer le lien vers la vidéo de Réa Rock qui est assez chouette. Elle a fait une conférence pour les éducateurs à l'environnement autour de ces questions-là, où elle explique un peu plus en détail. Elle rentre vraiment dans le détail sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire mettre en place des actions éducatives autour de accueillir les émotions plutôt, autour de construire la signification et le sens, et plutôt mettre en action, en sachant que dans mettre en action, elle dit déjà que la transmission d'informations, donc aussi, notamment peut-être pour prendre du recul sur c'est quoi une éco-anxiété, tout ça, ou sur la crise climatique, enfin voilà, c'est déjà une mise en action. Alors, je continue. Vous reviendrez de toute façon avec les questions que vous avez par rapport à ça. Par rapport à ce qu'on a voulu développer aussi, est-ce qu'on travaille dans la formation qu'on propose en éco-anxiété, c'est vraiment les points d'attention pour les contextes éducatifs. C'est quelque chose qui nous a semblé super important dans le contexte particulier des éco-anxiétés, où c'est vrai, bon, d'abord qu'il y a beaucoup les jeunes qui sont pointés comme un peu la population qui serait vraiment soumise à ces éco-anxiétés. Et du coup, en tout cas, il y a beaucoup la question de la part d'enseignants, mais aussi d'éducateurs qui disent, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et puis surtout, avec des questions parfois même aussi, est-ce que ou des raccourcis peut-être qui disent, ben en fait, c'est normal, les jeunes en fait, ils n'arrêtent pas de recevoir des infos sur l'environnement. Ben, comment ne pas être éco-anxieux par rapport à ça? Alors, ce qui nous semble être à nuancer, et c'est ça qu'on a mis plusieurs points d'attention par rapport à différents auteurs qui ont travaillé là-dessus. Mais ce qui nous semble super important, qui est amené par les éco-anxiétés, la première chose, c'est les éco-anxiétés, quand elles se travaillent dans les contextes éducatifs, elles viennent nous rappeler qu'il est indispensable de distinguer ses propres émotions de celles de son public. On a aujourd'hui toute une série, qu'en tant qu'éducateur, en tout cas, avant de poser, hein, il y en a enfin, c'est Maëlle, je crois que tu disais au début aussi, mais poser le diagnostic que nos classes sont éco-anxieuses ou que nos jeunes sont éco-anxieux, c'est important de pouvoir avoir fait le travail pour savoir à quel point est-ce que nous, quel est notre rapport à notre propre anxiété et éco-anxiété. Pour pouvoir aussi distinguer, quoi, pour ne pas faire de confusion ni projeter en fait sur les jeunes avec lesquels on travaille, en fait, le diagnostic qui s'applique à nous. Et aussi, deuxième chose, c'est par rapport aux solutions d'apaisement. Ce qu'on observe aussi beaucoup en fait chez les éducateurs, c'est qu'il y a une espèce on va projeter nos solutions d'apaisement, c'est-à-dire tiens moi ce qui marche par rapport quand je me sens anxieux, c'est d'aller dans la nature. Ben voilà, la solution par rapport aux éco-anxiétés, c'est d'aller dans la nature. Ou pour d'autres, ben, ce qui va marcher pour moi pour apaiser en fait des anxiétés, c'est l'information, c'est de me renseigner, c'est de mettre à distance par la connaissance. Du coup, c'est ça que je vais proposer à mon public. La réflexion pédagogique qui va se faire chez beaucoup d'auteurs par rapport à ça, c'est dire attention, en fait, nos publics sont pluriels et vont pas réagir de la même façon que nous. Et on a des manières très différentes selon nos parcours, nos personnalités et nos environnements à mettre l'anxiété à distance ou à justement l'apaiser, quoi. Et donc, nous, c'est l'invitation qu'on fait, mais comme vous le savez, chez Ecotopie, c'est un peu notre solution miracle, la pluralité. Mais du coup, en tout cas, nous, la manière dont on va travailler ça, c'est de proposer des solutions d'apaisement qui sont, par rapport à un groupe classe, en tout cas multiples. Et qu'on ne soit pas dans un seul registre d'apaisement des émotions. Je ne sais pas si à ce stade, Maëlle, tu peux compléter, ou si je passe sur le transfert. Non, pas pour le moment, parce que sinon Okay. on va exploser. Ah pardon, oui, je ne vois pas le timing, mais c'est bizarre de ne voir personne en plus. Donc, alors, deuxième chose, la question du transfert.
Donc là, on est parti, il y a deux auteurs, Philippe Héon et Jean Le Goff, qui vont parler de ça et qui disent, dans la sphère éducative, par rapport aux éco-anxiétés, ce qui est assez problématique, c'est deux choses. Philippe Héon, il va parler du transfert de charge, de la charge. Il dit, ben, en fait, ce qui se passe beaucoup aujourd'hui, ben, justement, si l'éducateur n'a pas pris conscience, en fait, qu'il avait certaines émotions par rapport au contenu et aux enjeux environnementaux, c'est qu'il va transférer la charge à son public. C'est-à-dire, en gros, je me sens anxieux parce qu'il n'y a rien qui bouge par rapport à cette crise climatique et qu'on devrait être plus nombreux. En fait, je vais reporter la responsabilité sur les jeunes et je vais, en fait, leur balancer des informations pour les mettre en mouvement et pour avoir, en fait, pour me décharger, pour pouvoir diminuer mon anxiété et avoir l'impression qu'on est plus nombreux à porter la charge. Ça, c'est un premier transfert auquel, en tant qu'éducateur, on doit être super attentif. Et deuxième transfert, le transfert de la charge émotionnelle. Et ça, c'est Jean Le Goff qui peut être lié aussi plus à des analyses psychanalytiques. Donc, c'est assez intéressant ce qu'il nous propose. Lui, il va dire qu'il n'y a pas que le transfert de charge. Il y a aussi un transfert de la charge émotionnelle. Et il dit qu'une manière de mettre à distance l'éco-anxiété pour un éducateur, c'est en fait l'éco-anxiété va être mise à distance par l'utilisation justement de discours alarmistes, de discours catastrophistes et tout ça, que c'est en fait une technique, une stratégie personnelle en fait d'apaisement de sa propre éco-anxiété. Hein, et donc là, il nous met en garde en disant attention, et c'est ça que nous on voulait développer. Comment est-ce qu'on peut mettre en place des stratégies d'apaisement des émotions qui sont en même temps des leviers de changement et de transformation sociale. Et de voir que, par exemple, dans son analyse, les discours alarmistes, catastrophistes, moralistes, il y a toute une série de stratégies. Il dit, en fait, ce sont des stratégies d'apaisement des émotions, mais qui en fait sont plutôt négatives en termes de changement social si elles créent de la paralysie, si elles multiplient l'anxiété et tout ça. Et donc, il propose, et c'est ça que nous, dans la formation, on va beaucoup construire, c'est comment est-ce que je trouve des stratégies qui peuvent prendre les deux en charge, à la fois l'apaisement des émotions, et puis en fait, le fait de le transformer en levier de transformation sociale. Et nous, on utilise par exemple la grille de l'éco-citoyenneté qu'on avait présentée lors de la journée des profs en transition, là, le 29 septembre, en disant, par exemple, comment est-ce que je peux utiliser des leviers de transformation sociale comme le fait d'emmener dans la nature, qui est en fait à la fois un levier pour se reconnecter au vivant, pour développer l'éco-citoyenneté par le fait de relier, enraciner les publics, et en même temps, c'est une manière d'apaiser les émotions. Hein, c'est la nature, enfin, toute une série de pratiques éducatives qui se passent dans la nature peuvent permettre d'accueillir les émotions et aussi la nature peut avoir un effet apaisant selon le type d'action qu'on peut y mener. Et donc c'est ça qu'il essaye, on peut penser au récit aussi fictionnel, de quelle manière est-ce qu'on peut travailler par les arts, la culture, mais notamment par le récit, à la fois pour apaiser les émotions, pour peut-être reconstruire des récits inspirants, et en même temps que ces récits inspirants soient des moteurs d'engagement, soient des manières en tout cas de reconstruire des utopies et des possibilités en tout cas de penser autrement le monde. Voilà, alors je pense que j'arrive à la fin. Peut-être, oui, je ne sais pas si Maëlle, tu voulais rajouter à ce stade-ci. Ouais, peut-être encore juste une stratégie Ouais. par rapport à, donc, que Jean Le Goff soulignait aussi et que je trouvais intéressante, c'était le lien au collectif, de vraiment travailler sur le collectif, mais parfois pas nécessairement sur la thématique. On pense en se disant, OK, il faut qu'on fasse une action environnementale. Non, c'est juste travailler le collectif de manière plus globale pour pouvoir justement avoir ce sentiment de normes partagées qui est aussi quelque chose qui permet l'apaisement de certaines émotions. Donc le travail sur les normes partagées, c'est quelque chose que en éducation, on peut vraiment travailler au sein d'un groupe classe et se dire, ben voilà, on va faire réseau autour de ça, quoi, et on va vraiment se retrouver ensemble et d'avoir même des moments d'action qui soient des actions liées à voilà, des actions liées à des fêtes ou à autre chose que les liens environnementaux, vont pouvoir après être transposées dans cette dynamique par rapport à des problématiques environnementales ou à des problématiques justement liées aux émotions, mais sont des vrais leviers pour les jeunes. En fait. Dire, mais voilà, on fait partie d'une équipe, on fait partie d'un tout, et ça va me permettre de voir comment je peux travailler ça avec les autres aussi, et de se trouver en complémentarité avec son groupe. Ça peut permettre aussi d'apaiser.
Oui, de nouveau, le collectif qui est à la fois donc stratégie d'apaisement, hein, comment est-ce qu'on peut se reposer sur le groupe, comment est-ce qu'on peut par le partage et tout ça, et en même temps qui est vraiment levier de transformation sociale, comment est-ce qu'on fait la co-construction, on fait vraiment la capacité à faire ensemble, fait vraiment partie des leviers aussi de l'accompagnement de l'éco-citoyenneté, quoi. Alors, mais vous aurez les questions après. C'est très perturbant de présenter sans vous voir. Du coup, j'ai l'impression de pas parler dans le vide. Donc, 6 points pour un peu résumer les points d'attention qu'on trouvait importants dans les pratiques éducatives. Tenir le 1 et le 2 ensemble, c'est-à-dire pouvoir accueillir et reconnaître les émotions, trouver dans nos activités éducatives des places en fait pour ça, que ce soit des cercles de parole, des activités en nature, voilà, avoir vraiment cette place pour reconnaître qu'en fait il y a des jeunes ou des adultes qui aujourd'hui vraiment souffrent de ça et pouvoir mettre des mots là-dessus et le reconnaître, pas juste vouloir, comme on le disait tout à l'heure, instrumentaliser directement en transformant en levier d'action. Non, il y a une étape qui est quand même cette étape d'accueil, mais qui doit être tenu en même temps avec ce 2 qui est attention de ne pas individualiser ou pathologiser les éco-anxiétés. D'abord, ne pas ramener ça uniquement à un individu qui serait inadapté, qui devrait se soigner et que toute émotion inconfortable en fait relèverait du rapport à la thérapie et serait du coup un peu à gommer, que parfois en fait l'accueil des émotions inconfortables, et je pense que par exemple le travail qui relie l'éco-psychologie va aussi travailler là-dessus, c'est que en fait le fait de pouvoir ensemble exprimer nos émotions inconfortables ne se réduit pas juste à les gommer après et à vouloir directement passer à l'action. Alors, l'autre élément 3, évidemment, là, vous voyez bien qu'il y a plein d'idées et d'actions pédagogiques à mettre en place par rapport à ça. C'est tenir ensemble apaisement et engagement. Comment est-ce qu'on peut essayer de faire attention à ce que, justement, et c'est lié aux deux, les actions pédagogiques qu'on va les actions pour apaiser les émotions de nos groupes, dans nos groupes, soit vraiment dirigé vers l'engagement, l'éco-citoyenneté, parce qu'il y a toute une série de stratégies pour apaiser les émotions qui vont plutôt aller vers le repli, qui vont plutôt aller vers l'individualisation ou le fait de renvoyer les jeunes à une inadaptation ou une incapacité à passer au-dessus, à être dans le positif. On est quand même dans une société aussi qui valorise beaucoup le fait d'arriver à garder le sourire tout le temps. 4 Oui, et éléments peut-être précis. juste un Ouais. exemple par rapport à ça aussi, par rapport à l'apaisement qui serait un peu dangereux au niveau de l'engagement, c'est la culpabilisation. Simplement le fait de culpabiliser l'autre en disant mais toi tu fais pas ça. Et ça, chez les jeunes, ça se fait quand même beaucoup. Avoir un groupe là où il y en a quelques-uns qui disent ah ben toi, tu avais vu dans le groupe, il y en a qui n'ont pas fait ça. Et ça, c'est un classique pour s'apaiser soi-même, en se disant mais en fait, il y en a qui ne le font pas, donc je me sens beaucoup mieux. Moi, je fais des choses et toi, tu n'en fais pas. Et ça, au niveau de l'engagement collectif, du coup, ça pose un réel problème, quoi. Donc, pas Ça, Jean Le Goff, culpabilisation. ouais, Jean Ouais, Le Goff en parle pas mal dans ses articles des stratégies qu'on peut mettre en place pour mettre à distance les éco-anxiétés, mais du coup, en fait, augmenter celles des autres. Alors, questionner les récits catastrophistes, hein, c'est intéressant. Là, Annick, tu en as parlé au début avec cet ouvrage de Jacques Lecomte que je ne connais pas, mais il y a en tout cas, et par exemple, Alice Cabanat, qu'on vous a cité au début, elle dit quand même qu'elle voit un lien entre la montée des récits catastrophistes et la montée des éco-anxiétés. Et que donc les manières donc en tant qu'enseignant, évidemment, les manières dont on va parler du monde, est-ce que nos récits vont être totalisants, c'est-à-dire est-ce que c'est l'avenir, c'est la catastrophe, est-ce que c'est la fin du monde, et du coup, est-ce que chaque chose qu'on va vivre en lien, est-ce que va venir confirmer en fait cette espèce d'horizon qui est fermé, ou est-ce qu'il y a des brèches? Est-ce qu'on sait qu'il y a des choses qui s'écroulent? Quel récit on raconte en fait de ce qui se passe aujourd'hui? Quelles croyances on construit ou déconstruit chez nos jeunes? Voilà, comment est-ce qu'on les accompagne par rapport aux récits et aux choses qui se racontent sur le monde?
Alors, réinventer aussi des mots qui parlent d'espoir. Le 5 et le 6, donc être attentif à l'impact des mots qu'on utilise. Là, c'est juste une parenthèse pour terminer, mais donc nous, on fait l'exercice, parce qu'on a été accompagné notamment aussi par Gérard Piroton, qui travaille beaucoup sur ces questions de communication environnementale et l'éco-anxiété. Le mot éco-anxiété, en gros, il pose pas mal de problèmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on essaie de l'utiliser au pluriel, mais que c'est une solution un peu de béquille, quoi. En gros, Lakoff, donc le philosophe Georges Lakoff, il nous explique que les mots qu'on utilise, en fait, notre cerveau, il fait souvent des gros raccourcis. Et donc, en fait, quand on écoute éco-anxiété, qu'est-ce qu'on entend? Et qu'est-ce que toute une série de gens vont entendre? Parce qu'ils vont pas avoir l'explication. Le raccourci qu'on pourrait faire, c'est en fait l'écologie, c'est anxiogène. En fait, l'éco-anxiété, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il faut arrêter de parler d'environnement et d'écologie. Hein, et peut-être que c'est d'ailleurs un peu ce que nous dit le comte, ça je n'en sais rien, mais en gros, l'éco-anxiété, c'est la preuve que tous ces discours, que le fait de ne pas arrêter de parler des enjeux environnementaux et tout ça, ben en fait, ça crée de l'anxiété. Hein, et du coup, c'est ça aussi que nous, on voulait réfléchir aussi, et on réfléchit avec les publics quand on est pour se réapproprier des mots et des mots qui parlent peut-être un peu différemment. Parce que est-ce que quand je dis je suis éco-anxieux, je veux parler d'une anxiété, ou est-ce que ce que je veux parler, c'est d'émotions par rapport aux enjeux environnementaux, mais est-ce que c'est ce qui me met en mouvement? Enfin voilà, comment est-ce qu'on peut aussi voir l'autre côté, hein, comme vous parliez tout à l'heure d'écolucidité, et là vous pouvez regarder sur les panneaux qu'on a fait, il y avait plein de l'éco-conscient, le bio-pétillant, l'éco-inspiré, l'éco-empathie, enfin voilà, il y avait vraiment plein d'idées qui sortaient sur comment on doit faire aussi un peu attention avec les mots qu'on utilise, parce que peut-être que la popularisation d'un mot comme éco-anxiété, et notamment aussi avec des jeunes, peut faire des raccourcis où en fait au final on se dit en fait si de toute façon on colle écologie et anxiété, en fait pour éviter l'anxiété, pour éviter les émotions inconfortables, on va plutôt éviter en fait de parler de tout ça. Ce qui est évidemment au contraire de ce qu'on pense que ce qui est à mettre en place.